connu au sein du faculté pétrole-gaz énergie renouvelable de l'Université de Kinshasa. Le CT Jean Ondocha défend aujourd'hui son mémoire de DEA. Mesdames et messieurs, nous sommes à la colline inspirée. Vous allez donc suivre le moment phare de cette cérémonie. Vous allez également suivre la décision de jury et quelques interviews. Question de parler du secteur des hydrocarbures et de présenter les modèles, présenter de recherche, présenter les personnalités qui se battent pour le développement de ces secteurs. Pepito Sakasaka, c'est bien moi, c'est votre magazine Focus Hydrocarbures. Suivez, on se retrouve. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Ça, ce sont maintenant les colonnes. Ce sont maintenant les colonnes de submergence des pompes dans les puits qui sont très faibles, dont les niveaux dynamiques dans les puits sont très faibles, ce qui fait que les pompes qui sont installées dans ces puits ne sont pas suffisamment immergées. Et donc quand les pompes ne sont pas suffisamment immergées, ça serait vraiment difficile d'espérer au bon rendement. Alors maintenant, on a aussi compris que la diversité de fluides dans ce réservoir avec des diverses viscosités contribuerait également qui vraiment anticipe les pertes de charge affectent également aussi les puits. Voilà, ça c'est la modélisation des pertes de charge linéaires et des pertes de charge par frottement. On a compris que les pertes de charge sont énormes. Plus les puits est profond, les pertes de charge vraiment sont très énormes, ce qui fait que c'est simplement affecté aussi les performances des puits. Et alors, nous avons fait maintenant une étude des positionnements maximal, moyenne et minimal ne peut varier entre 32, 9 et 6. D'où les 4% des rendements que nous avons trouvé vraiment confirmer cette attaque des structures américaines. Les réserves en place évaluées sont autour de 203 millions. Des mécanismes ont été identifiés. Le réservoir Enyemuyamri, la 150 Paris, les rendements d'opérationnalisation des pompes sont inférieurs à 40%. Certains puits sont sous-exploités et les taux d'eau et les sédiments et collecte qui n'a pas été fait. Et c'est ça qui pourra maintenant nous permettre de constituer un sujet doctoral. Les membres du jury distingués invités et nous vous disons vraiment merci. Je vous remercie pour la présentation. Et maintenant, le jury va faire son travail. Je vais passer la parole au premier lecteur, professeur Fernando. Vous avez la parole, vous avez 10 minutes. Question, en tant que physicien, vous tournez autour du formalisme mathématique de la physique. Je passe à la page 99. À la page 99, vous avez défini la densité comme étant le rapport de deux quantités que vous avez donné là. Quand on passe au tableau que vous avez dressé à la page 100, on constate que lorsque vous avez calculé la densité, c'est comme si vous n'avez pas tenu compte d'un élément. Vous avez donné des échantillons. Je pense que pour chaque échantillon, il y a une densité de référence que vous aurez dû tenir compte avant de calculer la densité. Professeur, vous dites comment avons-nous trouvé les résultats qui sont à la page 103. Les tableaux. Oui, les tableaux. Donc ici, vous demandez en fait la procédure que nous avons utilisée au laboratoire. Le fluide de référence, tel que vous dites, c'était, parce que nous sommes en face du pétrole brut, le fluide de référence, c'était l'eau distillée. C'était l'eau distillée qui était en fait notre fluide de référence. Je pense bien dans les tableaux, vous voyez là, eau diste à la... Je pense après la première colonne, juste après l'échantillon Mwanda 16. Vous allez voir là, eau diste, c'est-à-dire que c'était l'eau distillée, et voilà sa densité là, et de 1 pour quoi, de 1. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Il faudrait d'abord tarer la balance, on tare la balance, on prélève un volume bien défini, de 38 millilitres de l'eau, et puis on prélève aussi un volume du pétrole brut
Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait les rapports. On fait les rapports, on prend la masse de l'échantillon du brut sur la masse de l'eau. Et là, ça nous a donné en fait les masses volumiques que vous voyez là, l'euro qui est exprimé en grammes par millilitre. 0,86 selon les échantillons, et ainsi de suite. Et alors, ces résultats ici, nous les avons convertis en système international, bien sûr, en kilogrammes par mètre cube pour exprimer les masses volumiques. Et ensuite, quand on les a convertis, nous sommes allés maintenant vers l'équation qui lie la densité dans le système international et la densité à l'échelle API. Je pense que l'équation serait peut-être l'équation 1, 2, c'est là qu'on est allé, qui veut dire que pour classer le pétrole à l'échelle des densités de l'Institut américain du pétrole, il faut prendre 141,5 sur la densité à l'échelle internationale, et puis vous faites moins 135, quelque chose. Et là, vous quittez maintenant de la densité, donc vous quittez de l'échelle internationale vers le degré API. Pourquoi nous avons vraiment voulu beaucoup plus? Parce que vous avez posé la question des températures, pourquoi l'exprimer en degrés Fahrenheit? Donc nous avons voulu, parce que ce travail a fait objet vraiment de publications, et nous publions vraiment dans des revues américaines. Donc les Américains n'acceptent que les unités à leur système. C'est ainsi que les unités de température ont été conservées, par exemple, au degré Fahrenheit. Et ce qui fait que même la densité du pétrole a été aussi ramenée à l'échelle API pour savoir vraiment interpréter si le pétrole était lourd, parce que l'échelle API permet de classifier le pétrole en fonction des densités. L'échelle API dit quoi? L'échelle API dit, lorsque vous avez le pétrole dont la densité varie entre 45 et 30, ça c'est le pétrole léger, c'est le weight, c'est le Brent. Alors lorsque vous avez la densité du pétrole qui quitte de 30 à 20, vous êtes à 22, vous êtes dans le pétrole moyen. Vous êtes dans le pétrole moyen. Alors, mais lorsque la densité du pétrole à l'échelle API, bien sûr, quitte de 20 à 10, vous êtes dans le pétrole lourd. Et lorsque la densité quitte maintenant du 10 vers 0, vous êtes dans le pétrole extra lourd. C'est le cas des asphaltes et autres. Donc, c'est de cette façon-là que nous avons procédé pour trouver le degré API que vous avez vu. Je pense que l'équation a été numérotée. Alors, quant à la question de savoir pourquoi nous n'avons pas tenu peut-être compte de l'entropie durant les activités d'exploitation. Bon, de manière générale, l'entropie c'est un désordre. De manière générale, l'entropie c'est un désordre. Moi, j'étais sur le terrain, je n'ai pas constaté un désordre. Je n'ai pas constaté un désordre. Tout ce que j'ai vu sur le terrain, c'est que les puits sont installés. D'ailleurs, nous vous avons montré les puits. C'est ce qui nous a poussé à aller vers les complexes. Alors, nous avons modélisé ce problème à un problème complexe qui était égal à débit du champ, parce que le débit du champ est égal à quoi? Le débit du champ est égal à la somme de débit initial de chaque puits. Or, nous ne connaissons que le débit de 13 puits. Des 100 autres puits, on ne connaît pas. C'est aussi inconnu. Et nous, on ne connaît que le débit de 13 puits qui ont été mis en test. Que faire maintenant? C'est ainsi que nous étions allés, d'ailleurs, j'avais consulté le VD, qui est le mathématicien. Des 140 100 autres puits qui restent que nous ne connaissons pas le débit. Que faut-il faire? J'ai transformé mon problème en un problème complexe. Je me suis référé aux variables complexes qui disent que le complexe Z est égal à A plus IB. Vous voyez un peu? Alors, B là, c'est l'imaginaire. C'est l'imaginaire, et pour trouver l'imaginaire, il faut aller vers le conjugué des Z, ainsi de suite, faire toutes ces gymnastiques. Et nous sommes allés comme ça, on a trouvé l'imaginaire.
Notre imaginaire qui a été trouvé, nous l'avons remis à la forme en fait de complète, et il nous a permis maintenant de trouver le début du chant que nous vous avons présenté ici autour de 1900 et des barils. Alors, nous avions voulu vraiment comparer si ce raisonnement était correct. Nous sommes allés aussi, nous avons cherché les formules que les exploitants utilisent. Les formules que les exploitants utilisent, nous l'avons aussi mise en application, qui dit que le début du champ est égal au nombre de puits testés sur le facteur d'allocation. On a fait cette opération, on a trouvé que le champ produirait, je dis bien produirait parce que je n'ai pas de précision, le champ produirait 36 000 barils. Le champ Manda produirait 36 000 barils sur base de cette équation. Alors, nous avons dit, bon, on est quand même scientifique, nous devons comparer ces raisonnements par rapport à notre démarche scientifique. On a compris que notre débit trouvé sur base d'un raisonnement scientifique était inférieur à celui-là. Alors nous sommes allés maintenant pour chercher l'historique des productions pour voir si effectivement ce qui a été trouvé entre le raisonnement scientifique et le raisonnement professionnel, lequel des raisonnements pouvons-nous valider. Bref, dans tes réponses, ne rentre pas dans ton exposé, sinon nous allons sortir d'ici à 18h. Alors, je m'excuse auprès de nos curieux scientifiques qui sont debout. Prochainement, nous prendrons une grande salle. Vous excuserez. Alors, je vais passer directement au deuxième lecteur. Professeur Kabeya n'est pas là. Professeur Kabeya n'est pas là. Professeur Kinyoka, il a remplacé notre ami qui est absent, professeur Kabeya. Ndocha, oui, avec beaucoup d'intérêt. J'ai quelques petites observations à formuler et quelques questions. Concernant les observations, les chapitres et les parties. Par exemple, vous avez les chapitres 1 qui a 69 pages, alors que les deuxièmes a 12 pages. Et les parties, vous avez la première partie théorique. Vous avez chapitre 1 et 2, 81 pages, alors que la partie pratique a 85 pages. L'idéal serait, ce qui est recommandé, que la partie théorique puisse avoir à peu près un tiers du corpus général du travail. Alors, là où vous avez les résumés de votre travail, c'est un bon résumé. Vous avez les résumés en français et en anglais. C'est ce qui est recommandé, mais je n'ai pas vu les mots-clés en anglais. En français, j'ai vu ça, vous avez mis ça à la fin. C'est comme si vos mots-clés en français prenaient l'anglais et le français. Ça fait le désordre, elle dit que ça fait l'entropie. Compte. Faire un commentaire sur la représentativité des échantillons. Oui. Je tiens à exprimer en toute honnêteté que en termes de représentativité des échantillons par rapport à la taille, vraiment les échantillons ne sont pas représentatifs. Mais au moins, il y a une méthodologie qui nous a poussé à faire ces choix ici des échantillons que nous avons collectés. C'est quoi? Nous avons d'abord commencé à analyser les données des diagraphies avant de faire le prélèvement de quelques carottes seulement ou avant de prendre quelques bruits. Les données de diagraphie analysées avaient montré que tous les puits produisent dans le même réservoir. Tous les 143 puits produisent dans le même réservoir. Et que ce réservoir serait celui qui est le cénomanien majoritairement produit. Ce réservoir cénomanien, sur le plan lithologique, il est composé de calcaire, des siltites et puis des argiles. Alors donc, en termes de représentativité, on s'est dit, ça ne servirait à rien de prendre par exemple 100 échantillons de carottes pour aller analyser puits par puits. D'abord, ça coûterait beaucoup et que nous n'avons pas de moyens parce que ces recherches, nous les faisons
sur base de nos moyens propres. Deuxièmement, c'est que les puits tels qui sont là n'ont jamais été carottés sur l'ensemble du champ. On ne carotte pas tous les puits. On peut produire sur 143 puits, mais on peut carotter peut-être quelques 15 ou 30 puits. Nous sommes aussi attelés sur ces raisonnements. C'est ce qui nous a maintenant poussé de prendre peut-être une ou deux carottes et puis quelques débris de fourrage. Voilà pourquoi les échantillons de carottes n'ont pas été représentatifs. Deuxièmement, quant aux échantillons de liquide, soit aux échantillons de pétrole, nous nous sommes dit, comme on produit dans le même réservoir, il serait possible que le pétrole soit le même. Donc ça ne servirait à rien de collecter tout le pétrole, par exemple, de 143 puits. Ce qui était aussi une opération impossible, la société ne pouvait pas nous permettre. Alors, ayant compris ça, nous avons seulement collecté quelques 3. Nous allons passer au deuxième lecteur. Troisième. Mon petit papier, un instant, c'est le professeur Pia. Professeur Pia. Parler sur ça, c'est la première question. Je n'ai pas beaucoup de questions. Vous avez parlé de perte et décharge. Perte et décharge dans le contexte du pétrole. Un pétrole où, lorsque la température diminue, la viscosité augmente. Alors, quelle a été votre approche sur les pertes de décharge totales dans un puits, en tenant compte de cette température-là et cette viscosité changeante? Bon, nous avons une troisième question. Excusez. Nous avons une troisième question, comme la salle est petite. Nous avons une troisième question. Alors, nous avons... bon, à la page 113, vous avez parlé des minéraux blancs, les formes cubiques. Formes cubiques. Alors, je vous demande, comment avez-vous déterminé que c'est cubique? Puisque là-bas, vous avez silice et tout ça, hexagonal. Ou avez-vous déterminé que non, c'est cubique? Et c'est à l'œil nu ou bien avec des instruments? Alors, nous avons, bien sûr, alors vous avez parlé de les questions-là, je peux prendre dans la foulée. Vous avez parlé des pompes à cavitation progressante. J'aurais voulu que nous puissions connaître, je crois que ce n'est pas vous qui choisissez les pompes, mais si vous êtes informé un petit peu, comment est-ce qu'on choisit les pompes au niveau de chaque puits? Les pompes qui sont choisies là. Comment on les choisit? Les choix d'une pompe. Pas réellement l'équation de Bernoulli, mais elle a la forme de Bernoulli. En fait, ça sont les anglophones qui l'ont fait ainsi, et ça, c'est les 144, c'est donc une constante de conversion de certains paramètres du système international vers le système anglo-saxon. Alors, comment avez-vous trouvé que les minéraux avaient la forme cubique? C'était macroscopique ou microscopique? En toute honnêteté, ça c'est ce que nous avons d'abord vu macroscopiquement. Nous avons vu le dépôt de minéraux blancs ayant vraiment les formes cubiques. D'ailleurs, les images les soutiennent. Et puis nous sommes allés aussi au microscope, on a vu ça. Alors, comment choisit-on les pompes au niveau de chaque puits? Des choix de ces pompes sont là, et y compris aussi le débit de chaque pompe. Il y a bien sûr les niveaux
les niveaux dynamiques des puits, mais aussi la complétion aussi, la taille du puits aussi, c'est un élément qui nous pousse à faire le choix d'une pompe. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas opérer un choix d'une pompe où, par exemple, le puits dans lequel vous voulez l'installer a, par exemple, une petite taille. D'où la taille de la pompe aussi, c'est parmi les critères. Alors, que vaut le coefficient de corrélation? Certainement, on n'a pas calculé les coefficients de corrélation. Merci pour ça. Ça, nous avons fait une analyse de manière horizontale. Comment les vitesses varient en fonction de l'exploitation. Est-ce qu'il n'y a pas d'interférence dans les puits? Cette question, vraiment, c'est maintenant que je me rends compte qu'elle devrait être prise en compte. Mais malheureusement, nous n'avions pas pris cette question-là en compte. Nous n'avions pas pris ça. Et surtout, l'interférence, les puits produisent. Donc, les rayons de drainage entre les différents puits, c'est trop proche. C'est fort probable qu'il y ait interférence, mais nous n'avions pas tenu compte de cette remarque. D'où la même monnaie. Donc, l'esprit de plagiat n'existe pas. Là, je remercie aussi même celui qui a conduit le travail, qui a dirigé le travail, parce que chaque fois, il met la référence et ça donne un peu l'idée de l'honnêteté scientifique. Voilà. Et en plus de cela, c'est un peu clair et le style est clair aussi. C'est abordable, on accepte. Voilà, ça c'est ma première remarque. Mais néanmoins, même la thèse parfaite n'existe pas. J'avais souhaité d'abord regarder aussi peut-être son de remarques. En dehors de ça, et en lisant le travail sur le plan de la forme, là c'est correct. On peut entrer sur le plan de fond. Votre thématique, c'est sur l'évaluation de la performance du système d'exploitation du champ Mwanda onshore de la RDC. Deuxièmement, son comportement dépendait de la nature en fait du solide qui a été utilisé. Parce qu'ici, nous avons utilisé deux types de solides. Il y a le verre, il y a aussi un morceau de carotte d'une roche réservoir. Et alors, on a compris que la mouillabilité était fonction, bien sûr, de la surface de contact entre le fluide et le métal. Ça, c'est ce qu'on a d'abord tiré comme conclusion de manière générale. Ce qui fait que pour certains solides, l'angle était grand, c'est tel que nous vous avons présenté, à 47, 57. Par contre, de l'autre côté, vous trouverez que l'angle est très petit. Donc, le fluide ne forme pas un grand angle d'étalement. Donc, on a compris alors que d'abord, il dépendait aussi des surfaces de contact entre le fluide et la roche. Monsieur le Président, je ne sais pas si j'étais bien bien. Oui. Parce que la pression est constante. Ici, la pression ne varie pas. C'est-à-dire qu'ici, nous avons maintenu la pression au fond du puits comme étant une constante. Or, ça ne pouvait pas être le cas. Ça ne pouvait pas être le cas. C'est ce que nous avons dit. Parce qu'il y a à tout moment variation de la pression entre le fond du puits et le réservoir. Si on maintenait la pression constante au fond du puits, quel serait le comportement du puits, quelle serait sa production et quelle serait l'allure de sa courbe? Elle est bien sûr linéaire. Or, elle ne pouvait pas être linéaire. Donc, on a finalement compris que pour mieux maximiser l'exploitation, il faut beaucoup plus veiller sur la variation de la pression entre les fonds et le réservoir. Oui, d'accord. Mais la dernière question. D'après vous, dans l'exploitation, quelle serait la leçon ou le conseil que vous pouvez donner à la société pour arriver à maximiser la production de l'eau? Monsieur le Président, Merci beaucoup. Quel conseil nous allons dire à la société Perenco? D'abord, de ne pas se lancer de manière hasardeuse dans la prise de décision durant des opérations de production.
bien avant, il faut des études scientifiques minutieuses qui donnent des résultats et des simulations. C'est après cela que la société peut maintenant prendre la décision sur les choix d'une technologie donnée. Parce que dans cette étude, pourquoi nous sommes allés pour analyser même la mouillabilité? Perenco injecte de l'eau. Mais cette eau que Perenco injecte n'a pas la même température que le réservoir. Nous avons compris que c'est le principe de la calorimétrie. Quand vous mélangez les deux fluides ensemble, il y a échange de chaleur et il y a le fluide qui a une température élevée, sa température au fluide qui a une température moins. Ce qui fait que l'eau qui vient de l'extérieur avec basse température capte une partie de la température du réservoir. Ce qui fait que la température du réservoir baisse. Et comme il y a baisse de température du réservoir entraînée par les eaux d'injection, que la société ne sait pas peut-être tenir en compte, le plan granulométrique. C'est-à-dire qu'ici, nous avons considéré un sable comme étant des particules, des roches, qui, dont leur diamètre se trouverait peut-être supérieur peut-être à 70 mm ou quelque chose de ce genre. Mais on n'avait pas vraiment tenu compte de l'aspect minéralogique pour vraiment définir ce que c'est un sable. Ça a été défini sur les plans granulométriques. Alors, comment avons-nous trouvé les blocs? Sincèrement, Monsieur le Président, ce que nous avons fait, ce n'était qu'une description de ce que nous voyons. Parce que quand les yeux sont branchés au microscope, on ne fait que décrire ce que l'on voit. Quand je vis un petit morceau qui me donne rien du tout comme information, et c'est noirâtre, je l'ai traité ainsi. Donc, je reste vraiment d'accord avec vous. Système pétrolier, vous avez 3 faciès. Est-ce que vous avez un commentaire à nous dire? 3 roches du système pétrolier. Et là, vous avez 3 lithofaciès. Est-ce que vous avez un commentaire à me dire? Merci, Monsieur le Président. Très bien. Comme des roches mères, mais immatures dans la partie onshore. Et d'ailleurs, les résultats que nous avons trouvés sur la nature des 2 pétroles que nous avons dit, nous pensons que le pétrole lourd que nous avons trouvé dans ce réservoir proviendrait probablement de ces argiles DAP. Voilà au moins mon commentaire, Monsieur le Président et Monsieur le Promoteur. Merci. Alors, secrétaire de jury, professeur Balondo Iela Dadi, membre effectif, professeur Wechondo Osomba Dominique, professeur Kabeya Mukeba Yakacham, et professeur Pia Kanda Gabriel. Procès verbal. L'an 2021-24, 20e jour du mois de juin, les jurys chargés d'organiser les examens en vue de l'obtention du diplôme des études approfondies DEA en pétrole, gaz, énergie nouvelle, orientation, production pétrolière et gaz par les chefs de travaux Ondocha Koi Jean a reçu les examens et les mémoires ayant pour titre évaluation de la performance du système d'exploitation du champ Mwanda en onshore du bassin côtier de la République démocratique du Congo. Notre ami Ondocha Koi, grande distinction. Les jurys adressés les présents procès verbal. Par un petit mot d'encouragement et je laisserai le promoteur, professeur Chondo, qui pourra parler après les doyens.
coups et doyen parler, ça nous coûte. Doyen, il dit qu'il ne faut pas prendre sa matière. Allez. Le doyen parler, ça nous coûte. Moi, c'est pour vous dire tout simplement que je vous félicite d'abord. Monsieur Ondocha, vous êtes le premier pour le DEA, la faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable, le premier local. Parce qu'il y en a qu'on a envoyé ailleurs qui ont déjà soutenu leur DEA, mais localement, vous êtes le premier et vous êtes un exemple pour les autres départements. Une petite histoire. Quand j'étais chef de département exploration-production, nous avons commencé, et c'est avec eux que nous avons commencé, plus ceux qui sont encore en Chine aujourd'hui. Alors, nous encourageons les autres départements, les autres chefs, les autres assistants, les autres départements de notre faculté de suivre le pas de M. Ondocha. M. Ondocha, félicitations. Merci, monsieur. Félicitations, professeur. Merci. C'est un petit commentaire. Bon. Prochaine mémoire ou prochaine thèse. Voilà. La séance est élevée. Le prochain est derrière vous. J'étais venu participer à la soutenance du mémoire de notre président, M. Ondocha, qui a défendu son mémoire de DEA sur l'évaluation de la performance pétrolière du champ Mwanda dans le bassin côtier. Il a été question dans ce mémoire-là de nous démontrer clairement, en tout cas les récipiendaires nous a démontré clairement qu'il y avait de la potentialité dans ces champs Mwanda au niveau du Congo central. Et il a invité Perenco à approfondir les analyses sur ces champs-là pour qu'il se rassure un peu de sa capacité de récupérer ces briques. Et je pense que c'était intéressant. Les récipiendaires a vraiment parlé de la science et la science a parlé. C'est de très bonnes impressions. J'ai été satisfait parce que le récipiendaire s'est bien défendu, vous l'avez constaté. C'est un travail scientifique de haut niveau et moi-même, en tant que promoteur, vraiment très satisfait parce que c'est un mémoire de DEA digne de son nom. Le récipiendaire était sur le terrain, il est revenu, il a fait une grande partie de son travail au laboratoire. Il a mené beaucoup d'expériences au laboratoire et puis il a fait des simulations en touchant aux outils informatiques de l'heure et c'est une très bonne chose. Bon, l'apport, nous disons qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'il n'y a qu'une seule société qui produit le pétrole et cette société-là a des problèmes. 25 000 barils, ce que nous avons toujours répété. Je suis né 25 000 barils par jour. J'ai grandi, je suis à l'université, 25 000 barils. Je suis conseiller, 25 000 barils. Je suis professeur ordinaire, 25 000 barils par jour. C'est au travers de ce genre de travaux que la société peut améliorer tant soit peu le taux de production pétrolière par jour. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Merci. Et moi, Jean Ondocha, je suis ingénieur en exploration et production de l'Université de Kinshasa. Je me spécialise en production pétrolière. Je suis chef des travaux à l'Université de Kinshasa. Je suis père de 3 enfants. Alors, c'était Jean Ondocha. Je suis également expert à l'Organisation internationale des producteurs de pétrole. Et non seulement ça, je suis aussi la tête haute de l'Association des ingénieurs pétroliers du Congo. Donc, je les représente ici. Vraiment, je suis très ému. Je suis très ému. Mon cœur est inondé de joie parce que je ne m'y attendais pas. Je savais bien la qualité du travail que j'ai réalisé, mais la constitution du jury m'effrayait vraiment.
Ce sont des professeurs que je ne connais pas, que j'ai eu la chance de les voir aujourd'hui. Ce sont des grandes personnalités ici au pays. Et donc, je ne savais pas leur impression. Et donc, j'avais un peu peur. Mais comme tout travail qui a été bien réalisé, je ne pouvais qu'avoir le courage de le défendre correctement. Ce qui fait que vous-même, vous avez vu comment je l'ai défendu. Et sans en dire trop de mots, vous-même, vous avez les impressions. Mais quant à moi, je suis trop content d'abord de voir les amis venir me soutenir, Focus venir me soutenir, et tous les collègues de l'AIPEC, ainsi que les collègues de l'université et même des anciens de notre promotion. Je suis vraiment très ému, je suis très content et je serai très reconnaissant pour ce geste. Quelles sont les motivations? Vous devez savoir qu'à l'université, premièrement, nous sommes des chercheurs. Un chercheur, c'est quelqu'un qui est appelé à faire des recherches, à apporter des lumières sur certaines questions que la population n'a pas d'éléments de réponse. Tout le monde sait qu'il se pose un problème aujourd'hui, et d'ailleurs le promoteur l'a dit, il est né, il a laissé 25 000 barils, il a grandi 25 000 barils, aujourd'hui professeur, toujours 25 000 barils, et donc ça c'est déjà un problème, ça c'est d'une part. D'autre part, les données qui sont déclarées aujourd'hui par la société et face à l'administration pétrolière ne sont pas les bienvenus au sein de la communauté congolaise. C'est ainsi que nous avons été touchés de chercher un peu à creuser pour comprendre si réellement ce que la société déclare est vrai ou faux. Mais laissez-moi aussi vous dire que parmi les raisons qui nous ont poussés à étudier cette thématique, c'est parce que nous devons tous savoir que dans un pays producteur, lorsque la société qui produit n'a pas de bonne production journalière, c'est déjà un élément de démotivation pour l'avenir des autres sociétés. Donc, certaines entreprises ne peuvent pas venir. Pourquoi? Parce que déjà la société qui produit là-bas n'a pas de bons résultats. Voilà pourquoi nous, chercheurs, nous devons nous mettre là au service pour foncer au fond, comprendre ce qui affecte vraiment le système d'exploitation de nos champs, afin que les solutions trouvées dans ces travaux soient partagées avec les entreprises et afin que cela soit vraiment amélioré de manière un peu satisfaisante. Que deviendrait Mwanda sans pétrole? Mwanda sans pétrole, il faut déjà y penser maintenant. Parce que le pétrole qui constitue la principale source énergétique et aussi la principale source de revenus, ce qui fait qu'il faut déjà commencer à y penser. Que deviendra Mwanda sans pétrole? Nous pensons que sans pétrole, Mwanda peut transiter vers les sources géothermiques. Donc nous pensons que le champ Mwanda et autres champs, Liawenda, Mibale, Sianfumu, Misato, Est Mibale, tout qu'on soit que ce soit Makeleke, il faudrait commencer déjà à entamer un travail en amont qui ferait les évaluations des potentiels géothermiques dans ce champ. Cela permettrait en sorte que quand on mettra fin au pétrole, ou soit quand le pétrole sera épuisé, et que les sociétés exploitantes du pétrole se transforment vers les sociétés productrices des sources géothermiques, et nous pensons qu'il y a aussi possibilité d'évaluer les potentiels géothermiques présents dans ce gisement de pétrole. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. C'en est fini, mesdames et messieurs. Vous avez donc suivi l'intégralité de la défense du mémoire de celui qu'on appelle C.T. Jean Ondocha, les plus connus au sein de cette faculté pétrole, gaz, énergie nouvelle de l'Université de Kinshasa. Nous allons continuer à parler pétrole, parler gaz, parler énergie renouvelable et également les grandes questions liées à l'environnement, dans le seul objectif
d'accompagner les décideurs et d'éveiller la conscience de la population. Il n'y a pas de développement sans énergie, il n'y a pas de développement sans pétrole. Au revoir.